Zizi kumbele Mubazale bamem Nikazile kaya Bahambalezi nyalo bahambalezi tutu Zizi kumbele bazale Wang 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 give sulu. Wang 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 give sulu. Lo baba, lo mama, yeah. Lundekelezi, lundekele, lundekelezi, lundekele, lundekelezi, lundekele, lundekelezi. Jamku bela Bela, bela, bela. It's smarter to travel in groups. Wang 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 give sulu. Effin Morgan, Wofi Morgan, Bombale Zignalo, oh bombale zinyalo lezi chela. Chela, chela, chela. Wofimi, Wofemi, wofimi, 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 Tata wakandela Wamona paritia mundele masiku Mutaka kaula nyamba chibakala chibolele Mutaka kaula nyamba chibakala chibolele Emwana wewe Emwana wewe Mundeleza batunga babwana be Mundeleza batunga babwana be Imwa bankaka kenyu kansunga Kasi yake tubakaru vumuve Kasi yake tubakaru vumuve Kwandele meno Tata wasuwana Uachiri na meno makutamasa Emwana wewe Mepila ni pila bupila ungo
kwani chakutanyuka shuleni lwenga za makutu bami neno mesu matumumona akawa tokwelu kunye matakuduvune kalutamona bamuja batangana jinza likafuluka mama ntonanto akabulu kwegamba ne kabulu kwegamba samweyo babingi pendelewo ngwami nguma niwokendele ngumba niwokendele abengana takusenga tufi mbele yenani takusenga tufi na mbele yenani sikanelula chene chintwani abekana tena wewe Olùwé, òwèlúé, olùwé, òwèlúé, òwèlúé, olùwé, abẹ́ka náà nìdẹ́rẹ́ wèé. Tutela. Makunuka sunga utaka bungungu koho Mugwiri Merfoto malu Basizonta mazatuka batata bafuiririzo Basizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana Basizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana Wetambongo bawona yandibuka waya mukula Kongo Tata myemo bawona yandibuka waya mukula Kongo Tata milongo bawona yandibuka waya mukula Kongo Mbemba wayena muzali yandiba kutela kawandiko Mbemba wayena muzali yandiba kutela kawandiko Machuandele chaka shimbaka nacho ni yandi wakula Kongo Machuandele chaka shimbaka nacho ni yandi wakula Kongo Ninga mahumbo matsamuka Champe Kongo pera kuluka Ninga mahumbo matsamuka Champe Kongo pera kuluka Bayari bayulamyo unakumyatuka kwa kabazabi Bayari bazonzamyo unakumyatuka kwa kabazabi Bayari bayulamyo unakumyatuka ngana kwa basebi Abe batata basizulu mwinyi za luzebi Abe batata basizulu mwinyi za luzebi Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yiluleno Mama wandombi lutumubanza mbolubanza yiluleno
mangunga bangonda na beto bala watu sebi tata milongo bangonda na beto bala watu sebi mabyala manganga bangonda na beto bala watu sebi Bema wayenda muzali yandi bakukela kawandiko Bema wayenda muzali yandi bakukela kawandiko Bachuandele chaka shimbakana choni yandi wakula koko Bachuandele chaka shimbakana choni yandi wakula koko Isi ya Kongo yena mbisha nsende Nkeki wa jeyo toko ya zogozona Kongo yena mvumbi ya ntwali Nkeki wa zika yo futikela kanda Nchi ya Kongo yena lombo ya sani Anshima balombo la dia eto bantu la tudia Kongo kazabuni yako kaje na tari muntu pele lindira sikisa Kongo yena ngoma malaki masika yo kuchingini kandi suku Kongo jabutu kilata Kongo la mukuba weni ntekolo mama Kongo Kongo ya pena malango yayika moku mabango Kongo Ami du Congo est partenaire de notre pays. Bonsoir et bonjour, selon le lieu et l'heure que vous allez regarder cette interview. Nous sortons d'une conférence de presse animée par une personnalité dans un lieu assez prestigieux sur la place de Paris, situé Porte-Maillot. Nous l'avons rencontré, notre responsable, la première fois au mois d'août 2012. C'est M. Romain Bedel Sousa, président du CRAC. Quand nous l'avons interviewé pour la première fois, nous avons mis l'accent sur la personne. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la personnalité morale qu'il incarne. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et comment porte votre engagement depuis la dernière fois? Y a-t-il une évolution ou dégression de votre combativité? Merci beaucoup. Cette rencontre à ces lieux à l'hôtel Méridien témoigne à juste titre que l'engagement est total et que je suis déterminé et qu'il y a la flamme de l'espoir. Il faut que cette flamme soit toujours animée. Il faut absolument que le but soit atteint. Donc mon engagement est entier. Il est entier. Il est entier, certes, c'est bien. Mais depuis toujours, on entend parler du CRAC. Est-ce que vous pouvez nous déchiffrer réellement c'est quoi le CRAC? Est-ce que c'est un individu uniquement vous? Est-ce que c'est une association? Est-ce un parti politique? Et quelle est sa ligne dans la stratégie de l'activité politique sur la place de Paris? Oui, c'est une bonne question. Le CRAC, c'est un comité de résistance et d'action pour le Congo. Pourquoi un comité? Pourquoi la résistance? Pourquoi l'action? Nous sommes au Congo victimes d'une dictature. Et cette dictature est conduite par un homme qui se dit homme fort. Et dans tout le combat de la libération, tous ceux qui ont lutté pour les libertés n'ont jamais amené le combat sous forme de parti politique. Le combat qu'ils ont toujours mené, c'est sous forme de la résistance. La résistance est une expression d'indignation face à l'injustice, face à l'oppression, face à la dictature, à la tyrannie. L'expression que l'homme victime peut exprimer, c'est la résistance. Parce qu'il doit résister contre ce flou, contre ce mal.
Donc le CRAC s'inscrit dans la logique de la résistance, c'est-à-dire que dans la logique de la lutte pour la libération du peuple, de la lutte pour le rassemblement du peuple congolais, ceux qui sont concernés par cette souffrance, ceux qui aiment le Congo, ceux qui sont conscients que les compatriotes, nos frères, nos sœurs, depuis que cet homme est au pouvoir, n'ont jamais eu de liberté, ont toujours été victimes, ont toujours été considérés comme des mouches qu'on écrase et sans que personne n'intervienne. Voilà pourquoi la résistance que nous menons s'inscrit dans la logique de la liberté, de la justice et du retour de la démocratie au Congo. Monsieur, c'est un plaisir parce que, au moins pour une fois, depuis un certain temps, nous avons l'honneur de constater que, à part la classe gouvernante, à part la classe de l'opposition, il y a maintenant cette expression de résistance qui est l'expression même du citoyen. Absolument. Parce que nous pensons que entre le gouvernant et le peuple, il y a une rupture d'alliance. Et ainsi que la même chose entre le peuple et l'opposition. Mais depuis la dernière fois, au mois d'août, quand vous avez fait un état des lieux de la situation du pays, y a-t-il des choses qui ont évolué dans votre agenda ou vous êtes resté statique sur le point de vue de résistance? Y a-t-il des contacts qui ont été pris? Est-ce que votre agenda, au sortir de cette conférence de presse, il est aussi surbooké ou on va encore rentrer dans l'immobilisme? Non, l'agenda est dynamique, fonctionne, elle avance, elle est active dans la mesure où bunsana bwanshibisha umbwa wa sabo abaka bunsana bwa Kongo na wase zoba nchitaluwi mana muanga satya mbujeno biba bya Kongo byameni ya luka byayika kushimunzari changu nsi ya Kongo yayika nsombe tsubuka bagambulila mujita amesoma babiba zoza bakoro bozitabula sabeto mpe babulidi kamama kasabivene diubidiu futu bifutu siya Kongo bayaya lombora sangi bansima balombora dia beto banturia tudia na Kongo mabeni fwame nandi lumbuki tusala mvyemani ni Kongo litoma Kongo na washisa utazabantu zelekana tuzosela akangaza nzambi tela meno kusambilila Kongo Kongo likongo ne tile nora mfutuye ngama mingi matsamukini bikama nata kizunu kukongo sana mama siya Kongo bayaya yena
makanda Musa makanda basinga sembi bawililosa lusolo bapingi bafuila mu masese batiukwe bambulu susuna fwenge batele fundu suluri tumini bisama bimwangane gatare kama mbumbu na mambumbu gatele mbuta za bantu bala lelo miele nongi na mbolu na tatarira lembo nkata atunetidio Maître Nzabani Lucien de la PSV Tata Nicolas Bissi ile byayenda watsamu kanena samuna kongo musana na milongo na tata mbiembo mama ngunga na bweta mbongo mabyala manganga mafwila kucha matari yere kinzozi nke walufulanga ongora mukuba kuna vinza abakulu bani ni pingula kobo wiri mulora nkumbiri tomere mununji nimo shula nimo chimbanza nimo bongo nimo kabaka bawonda sene tata ndebosi makangu kani bwekongolye ke tata Dimasa le père Richard Mwanda tabe Vincent de Paul Malonga tabini Kongo tusambire Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tata Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tate Tanganga mayele bokoma 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 bokome Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Vungutibu ya bwa Fumuriani, Ingundu bya musinema bingundu Fumuriani, na mvumbi za kubichi Fumuriani, bingundu bya kumpila bingundu Fumuriani, Tanganga mayele bokoma Bokoma bokome Bokoma 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 Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tata Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tate Tanganga mayele bokoma 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 bokome
Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Vatari bwiri fumuni yandi mavula mavulukiri mfumuni yandi kompani buza kangama mfumuni yandi jibele sinema zeka eglize mfumuni yandi tukolo twekatwa prive na prive mfumuni yandi banganga mayele bokoma bokoma bokome bokoma bokoma bokoma. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Différentes procédures, mais notamment la procédure des biens mal acquis. Donc cette procédure qui, sous Chirac et Sarkozy, avait été bloquée, il a fallu aller jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation pour reconnaître la recevabilité d'une des associations parties civiles. L'instruction s'est accélérée, notamment depuis l'élection en mai dernier du président de la République française, François Hollande, et comme vous le savez, y compris le mois de février dernier, l'hôtel particulier de Julienne Sassou Nguesso Johnson a été perquisitionné à Neuilly-sur-Seine. Et les deux juges d'instruction français, et comme je conseille des parties civiles à la procédure des biens mal acquis, je suis bien placé pour le savoir, ont déjà recensé donc des dizaines et des dizaines de biens immobiliers de la famille Sassou Nguesso en France. Ils ont recensé plus d'une centaine de comptes bancaires en France, et là on voit bien que c'est tout l'argent détourné, qui ne profite pas au peuple congolais. Et là, Lanciné Camara notamment a eu raison de le dénoncer, c'est aussi le système de la France-Afrique qui est en cause, puisque au Congo-Brazzaville, on a le même système que dans d'autres pays. On a un autre petit pays pétrolier en Afrique centrale qui est le Gabon, où c'est le même principe qui existe, à savoir que des compagnies pétrolières françaises comme la principale française Total payent des redevances pour l'exploitation pétrolière, mais ces redevances, l'essentiel de ces redevances ne vont pas dans le budget national du pays. Ça ne va pas dans le budget national du Congo-Brazzaville, ça ne va pas dans le budget national du Gabon, pour prendre ces deux exemples, mais ça va dans la poche de la famille présidentielle Sassou Nguesso ou de la famille présidentielle Bongo, plus quelques proches des partis ex-uniques, le Parti congolais du travail au Congo-Brazzaville, le Parti dit démocratique gabonais, PDG, au Gabon. Donc là, nous avons effectivement une organisation dans des pays qui auraient les moyens de construire un véritable état de droit, de construire des infrastructures sanitaires, de santé, d'éducation au profit de la population. Nous avons une captation de toutes les richesses par des clans présidentiels africains, dont ceux du Congo-Brazzaville, la famille Sassou Nguesso. Il y a d'autres actions qui peuvent être faites, et je vous engage tous, notamment lorsqu'il y a des pays qui reconnaissent la double nationalité, on peut mener des actions. Par exemple, j'en mène une contre une victime donc dans la région d'Oyo, la région natale de l'actuel dictateur Denis Sassou Nguesso. J'ai assigné, donc je poursuis dans la justice pénale française, un des ministres de Denis Sassou Nguesso pour le nommer
Il s'agit de François Hippolyte, qui est son actuel ministre de la Santé, alors que l'état de la santé est catastrophique au Congo-Brazzaville, que je poursuis pour escroquerie et esclavage économique. Il y a des actions judiciaires qui sont possibles, on peut regrouper, on peut faire évoluer l'état du droit. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale française, à la commission des lois, pour présenter une proposition de loi pour introduire en droit français des actions de groupe, des actions collectives, pour que les victimes puissent avoir des actions groupées. Je fais partie aussi des collectifs d'avocats qui veulent une réforme de la Cour pénale internationale pour faire en sorte qu'il y ait une véritable lutte contre l'impunité et que ce ne soit pas une dépendance du Conseil de sécurité de l'ONU qui dicte à la Cour pénale internationale quelles sont les personnes qui doivent être jugées devant la Cour pénale internationale, mais que ce soit les vrais auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, qui soient poursuivis, et ceux qui blanchissent l'argent, qui financent les mercenaires, qui soient poursuivis. Donc, il faudra des cours pénales qui soient d'ailleurs plutôt continentales. Je plaide pour que l'Union africaine organise une vraie cour pénale et des droits de l'homme à l'échelle de l'Union africaine, où les différents dictateurs auraient des comptes à rendre à leur population. Donc il y a toute une action qui peut se faire et les choses sont en train d'évoluer. Et je pense d'ailleurs que la Cour pénale internationale de La Haye va montrer très rapidement ses limites, puisque je participe aux actions de conseil, notamment du sénateur, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Mbemba, et du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, pour les défendre face aux poursuites manipulées dont ils font l'objet actuellement à la Cour pénale internationale de La Haye. Et donc, la faillite de ces procédures sera l'occasion d'organiser une réforme des procédures pénales internationales dans le monde. Puisque de toute façon, cette Cour pénale internationale, de nombreux pays, dont les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, n'ont pas ratifié le statut de Rome et n'y participent pas. Et on voit bien, pour donner un exemple d'actualité, que cette Cour pénale est pour l'instant partiale et peu légitime, puisqu'il a fallu les élections présidentielles le 4 mars dernier au Kenya, où Uhuru Kenyatta a été élu, pour que 4 jours après, la procureure de la Cour pénale internationale décide d'abandonner les poursuites contre un des collaborateurs de Uhuru Kenyatta. Donc on voit bien qu'il y a une certaine opportunité sans fondement juridique. Donc il faut rétablir la force de l'état de droit. Et cette question se pose particulièrement au Congo-Brazzaville, et je serai bref. Le président Romain Bédel-Sassou a... Sousa, à juste titre souligné que l'actuel dictateur de Sassou Nguesso veut réviser sa constitution. Moi, je soulignerais que non seulement il veut réviser sa constitution pour essayer d'être éligible encore une fois, mais se pose le problème que la constitution actuelle au Congo-Brazzaville n'est pas légitime. Il y avait eu une constitution qui effectivement avait été votée en 1995 et qui là avait fait l'objet d'un processus démocratique d'élaboration, et normalement c'est cette constitution-là qui devrait faire foi. Donc on a déjà un débat constitutionnel démocratique au Congo-Brazzaville, et effectivement ça serait une violation de plus des libertés publiques et des droits constitutionnels au Congo-Brazzaville si le dictateur Denis Sassou Nguesso voulait imposer cette réforme de la Constitution pour être éligible. Et puis je dirais, il y a une question brûlante donc au Congo-Brazzaville sur le plan des droits humains qui est, et là Romain Bédel-Sousa l'a fort justement souligné, c'est l'affaire des 352, on n'est pas sûr du nombre exact, disparus de Beach. Donc c'est un scandale, on sait fort bien que un des chefs de la police nationale, dont on vient de restreindre les fonctions, est un des principaux responsables, sous les ordres du président Denis Sassou Nguesso, de cette extermination. Et donc là, il faudra que ce crime contre l'humanité ne reste pas impuni. C'est le devoir de tous les amis du Congo-Brazzaville de faire en sorte que la mémoire de ces victimes soit respectée et que justice leur soit rendue. Ça fait partie d'un programme. Le président Sousa a évoqué des axes justes de rétablissement d'un véritable état de droit, non seulement dans les domaines de la construction d'un État avec toutes les infrastructures au service des populations, mais ça passe effectivement par la mise en place d'une véritable justice indépendante. Et ça, c'est un axe très nécessaire. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vous remercie. Voilà.
Le changement est en marche. Ça ne fait rien. Tout ça, ça porte bonheur. Le changement est en marche. Nous comptons sur l'avocat patriote Tricot pour véhiculer ce message auprès des grands juristes français, dire que le changement est en marche et qu'il faut être avec Sousa. Ça, c'est une affaire entendue. Je charge en même temps cet avocat talentueux, lumineux, intelligent, de dire aux parlementaires français de soutenir Sousa, de dire à Hollande, si Hollande, qui a dit, quand il est allé à Kinshasa, la manière dont il a humilié Kabila, j'espère qu'il va humilier Sassou Nguesso qui vient le 8 de ce mois. Ah oui, il faut absolument que Sassou Nguesso sache qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pouvoir pacifiquement, intelligemment, pour que le Congo enfin devienne un Congo moderne. Il faut que Hollande aussi sache recevoir Sassou Nguesso pour lui dire que c'est trop, c'est trop. Maintenant, avant de passer à la série questions-réponses. Ah, bankundi. Beka bwakwari abuila ku Kongwe. Tatsoneka mikanda tanga pele. Tatanga nkunga mpe miaka luwe. Ebeka sata vutu yela. Rata joja kondo cheno tata Cheka kwa rata da biuni Ziti sanchena meni alungi di batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Rata joja kondo cheno tata Cheka kwa rata ya biuni Ziti sanchena meni alungi di batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Makanda makongo matele Wauna yokela ya mbulamyo Wazingila bakutungilili Kifumu kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo Mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo Chenamyo davota, chenamyo tuzitisa Constitution yo ya katushimbi Chenamyo davota, chenamyo tuzitisa Constitution yo ya katushimbi Rata kondo cheno tata Cheka kwa rata da biuni Ziti sanchena meni alungi batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Yabakwa wo constitution Bega ya sobana soba mboka boni boué Silveira, béninoise, brésilienne et togolaise de l'Afrique de l'Ouest et panafricaine. Hein, donc je précise. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Sousa, pour cette prospective du Congo à venir. Le dialogue étant inclusif à la démocratie, je salue votre vision. Ma question se porte sur votre courrier du
15 février 2013. À ce jour, avez-vous eu une réponse de la part de M. Sassou Nguesso, si vous voulez? Je réitère, pour ceux qui n'ont pas entendu, donc Elsa da Silveira, bonjour. Je posais donc une question, mais tout d'abord, je salue M. Sousa pour cette prospective du Congo à venir. Le dialogue étant inclusif à la démocratie, je salue votre vision. Ma question se porte sur votre courrier du 15 février 2013. À ce jour, avez-vous reçu une réponse de son Excellence, M. Sassou Nguesso, Monsieur le Président? Bonne question, madame. Certainement, quelques membres qui sont là n'ont peut-être pas pris connaissance du contenu de ce courrier. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais bien vous expliquer l'esprit de cette lettre. L'esprit de cette lettre s'inscrit dans l'échange que nous aurons tout à l'heure, que nous sommes en train effectivement de faire. C'est parce que Sassou ne veut pas quitter. Sassou veut toucher à la constitution que lui-même il a élaborée. Et tout le monde a peur de lui. Personne ne peut l'affronter directement. Sinon lui parler la vérité. Bon, je pensais qu'il fallait lui faire ce courrier en lettre recommandée, parce qu'au moins, il ne sera pas jeté à la poubelle, sinon bloqué par ses services, mais qu'il ait au moins le contenu de ce courrier. Ce courrier aussi a été diffusé sur Internet et beaucoup de gens ont pris connaissance de ce courrier. Et comme d'habitude, un courrier qui l'affronte ou qui dit la vérité, il ne répond jamais. Ça, c'est le réponse, c'est toujours le mal. Suite à ce courrier, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'était vérifié. Des officiers qui sont à ses services, aussitôt qu'ils ont lu ce courrier, comme c'était tellement fort et que la vérité ne peut pas laisser à l'homme fort d'être humilié selon lui, donc il a délégué ces gens qui sont venus ici pour me faire du mal. Et malheureusement pour eux, quand ils sont arrivés, ils ont été interceptés dans leur conversation, comme Dieu ne dort pas, pour qu'on soit tous au courant. Et cette information a été publiée aussi sur le site des Igamambou. Tout le monde le sait, au Congo, tout comme ici. Mais il n'a pas répondu au courrier. Et je suis seulement heureux qu'il ait pris connaissance de ce courrier et qu'il ait été touché par ce courrier. Je n'ai pas sa réponse. Puisque je vous dis que Thiam Bruno, quand il m'a appelé hier, voulait en savoir davantage. J'ai dit qu'il fallait qu'il vienne ici. S'il n'est pas venu, c'est que même lui, qui a un peu l'oreille et les yeux de Sassou Nguesso, c'est que lui aussi tremble, sinon il serait venu. Donc, Sassou tremble avec cette lettre, il n'y a pas photo, et comme il va venir, j'espère que les Congolais vont lui tenir tête. Et je sais que les Congolais sont en train de s'organiser pour lui tenir tête. Sassou n'est pas éternel. Oui, en fait, je suis Jean-Baptiste Nyonda, opposant gabonais. Et donc, ma question s'adresse justement à Monsieur Sousa. Au vu de ce qui se passe au Mali par rapport à l'intervention des forces du Qatar financièrement dans la synergie militaire française, est-ce que vous pensez créer une connexité avec les chancelleries du Golfe ici pour construire une notoriété de l'opposition qui soit aussi forte pour pouvoir braver justement les puissances occultes des grandes multinationales françaises qui opèrent dans notre zone et qui subventionnent un peu ces pouvoirs-là, mais qui sont aussi à la merci de cet argent du Qatar et du Golfe là aujourd'hui.
puisque le Qatar et enfin, tous les Émirats du Golfe ont maintenant des grandes participations dans beaucoup de sociétés françaises. Est-ce que vous comptez... parce que dans le passé, on s'arrêtait ici, à l'Élysée, mais aujourd'hui, on voit que l'Afrique interpelle maintenant plus que la France. Donc ça interpelle même aujourd'hui des puissances donc, du Golfe. Est-ce que vous comptez créer justement cette connexité avec les chancelleries du Golfe pour rendre votre combat de l'opposition plus percutant et pour que ça aille au bout de l'affaire? Merci. Je crois que, ça c'est mon point de vue, pour libérer une nation, bon, il y a deux moyens à mon avis, où les gens pensent qu'il faut aller acheter les mercenaires pour faire la guerre, et vous faites partir un dictateur. Ou vous pensez que le courage et la détermination, c'est une arme plus puissante pour faire écrouler un système. Et vous utilisez ce système-là. Il y a deux voies. Mais moi, je suis pour le courage et la détermination. Je suis allé en Tunisie. J'ai eu le plaisir, l'occasion de discuter avec tous les résistants qui ont fait tomber Ben Ali. Ils n'ont pas fait recours ni à la France, ni à Qatar pour faire partie de Ben Ali. Les Égyptiens, c'est pareil, sauf la Libye. Et la Libye a fait ça, je ne pense pas que ça marche, je n'en sais rien. Bon, maintenant, s'il faut plutôt rassembler les forces, à mon avis, c'est des forces de résistance africaines qui pensent que je subis la dictature chez moi, et que tous ceux qui sont victimes de l'oppression, de la tyrannie, puisque le mot sont les mêmes et le sort est le même, peuvent s'organiser pour pouvoir agir ensemble. Mais lorsque vous quittez l'Afrique pour aller déjà au Qatar, et vous n'allez pas aussi non plus reprocher aux Chinois qui viennent en Afrique actuellement prendre position en Afrique. Parce qu'il y a deux formes. Il y en a qui viennent sur les formes économiques, commerciales, comme les Chinois, et d'autres. Et demain, aujourd'hui on parle de France-Afrique. Et alors, demain on va parler peut-être de quoi? Alors, donc je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'il s'agit effectivement de pouvoir agir en direction des dictateurs. Ceux qui ont pris des armes pour libérer un pays. Les mêmes mercenaires, notre sœur a parlé des étrangers qui sont en RDC. Qui est allé les chercher? Parce qu'il fallait faire partie Mobutu. Et pour faire partie Mobutu, il fallait aller chercher les Rwandais. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une chic dans l'hôtel. Donc, je pense et je crois que si réellement les Congolais convaincus, efficaces et qui travaillent avec beaucoup d'intelligence et de détermination, Sassou ne pourra pas durer longtemps. Je suis pour ce combat et pour cette conviction. Je vous le dis la vérité. Il suffit seulement agir autour des Congolais qui continuent de se corrompre par cet homme, qui continuent à s'aveugler, qui ont vendu leurs armes, et ces gens, il faut agir autour d'eux pour que Sassou soit mis hors état de nuit. Je suis pour ce combat, mais créer des forces avec le Qatar pour être financé par le Qatar, mon frère, je ne vous le conseille pas. Moi, ça, c'est mon point de vue. Bonjour, je suis M. Virgilio Fumangoy, je suis du Gabon. Je suis un libre penseur. Monsieur le maître de cérémonie, vous nous avez parlé de professeur Théophile Obenga, vous avez cité le nom de certaines personnalités que vous avez connues qui aujourd'hui mangent à la table de M. Sassou. Alors, ne pensez-vous pas aussi, monsieur, que M. Sousa mange à la table de M. Sassou? Il faut que M. Sousa nous explique qui a financé ça, tout cet événement-là. Est-ce que ce sont les fonds de M. Rico et son groupe d'avocats? Est-ce que c'est une officielle? Écoutez,
Écoutez, je suis déjà très heureux de revoir M. Sousa, qui était un ancien collaborateur. J'étais conseiller en communication du président Lissouba et son directeur de campagne. Et je suis du sud du pays, donc pratiquement de la région de Pascal Lissouba. Je viens ici témoigner quelque chose d'important parce que M. Sousa, je peux vous dire, est un homme que je respecte beaucoup. Parce qu'il est courageux, il est indépendant d'esprit. Et c'est un monsieur avec qui, déjà à l'époque, nous parlions beaucoup des égarements, de nos propres égarements et de la manière dont le pays était plus ou moins dirigé. Ce qu'il a dit, il a bien raison quand il a dit ici qu'il donnait des conférences de presse, tout simplement parce que je pensais que dans des systèmes comme les nôtres, le plus difficile, souvent, c'est les entourages. Et j'ai pensé, l'histoire nous a donné raison, M. Sousa, que le président Lissouba était malheureusement très mal entouré, très mal conseillé. Et la preuve, aujourd'hui, tous ceux qui, en passant par des égéries que nous connaissons, l'ont entouré, sont soit au gouvernement de Sassou, et alors qu'ils se sont pratiquement comportés en serfin comment dirais-je, la démocratie. Mais pour cela, quand j'ai écouté M. Sousa parler, j'ai rêvé un peu. Je pensais qu'on était un peu j'écoutais un peu le texte d'Aragon dans la Guyane française, lorsqu'il dit ainsi surgir les géants oubliés. Vous étiez un peuple de petits, de tâcherons, vous l'avez tellement dit que vous y avez cru. Aujourd'hui, il y a dans le pays effectivement tout un mouvement, des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait des changements. J'en profite pour répondre à un frère gabonais ici, qui a effectivement, quand on est reçu dans ce type d'environnement, quand on a cette, comment dirais-je, aujourd'hui, tout à l'heure, on va boire un verre, on peut se poser 1001 questions. Je tiens aussi à vous confirmer, à vous affirmer ici, que Sassou Nguesso n'est pas le genre à se laisser insulter en public et puis vous encaisser. Je crois que tout ce que M. Sousa dit ici, à l'endroit d'un dictateur narcissique, je dis bien narcissique, ne peut pas être accepté. Il a dit ce que certains écrivent sur Internet, mais lui, il le dit ouvertement. Et c'est quelqu'un qui est de chez Sassou. La preuve, Sassou et lui, c'est comme on aurait pu penser du pont D, du pont T, comme on disait, puisque les noms, c'est Sousa et Sassou, ce sont des gens qui sont de la même contrée et qui sont peut-être même quelque part des parents. Mais il a des convictions, il a eu des engagements que nous respectons. On a beau l'aimer ou pas, il peut avoir une méthode qui est peut-être différente de celle assez cynique pour ça. Pour le reste, M. Sousa, effectivement, bravo, mais vous avez effectivement un problème. Ce que mon ami Malongo a dit, c'est un problème réel. Le Congo est ce qu'il est. Le Congo est celui que vous avez connu il y a 15 ans quand vous étiez au palais de Lissouba. Parce que vous étiez un homme du Nord, parce que vous étiez Mboshi, d'autres pensaient que vous étiez un infiltré. Et c'est ça le Congo. Alors, si votre défi, et je crois à ce défi, c'est de faire que les grands esprits, les grands démocrates congolais se retrouvent, qu'ils essaient de réfléchir la question de l'unité nationale, qu'ils essaient de penser les plaies, trouver les stratégies, ça, c'est un bon défi. Et à partir de ce moment-là, je dirais tout simplement que les notes soient discordantes, c'est normal en politique, mais que nous ayons une même vision, une même harmonie pour notre pays, parce que notre pays est en danger, il faut le sauver. Voilà. Merci beaucoup. C'est plutôt une contribution qu'une question. Monsieur, je vous remercie infiniment. Rejoignez tout ça. Le changement est en marche. Et vous le connaissez déjà. Il est dans mon cœur, sur ça. Je suis très content. Donc, essayez de l'épauler davantage. Alors, donnez la parole au Guinéen là-bas. On a un bon Guinéen parmi nous.
Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le Président. Juste ma question, c'est ça. Mais je sais que la jeunesse africaine actuellement, nous n'avons pas de repères. Pourquoi? Les aînés, on a vu, jusqu'à présent, il y a des problèmes qui se trouvent entre eux à l'interne. Qu'on dise ou pas, c'est ça. On ne doit pas se voiler les faces. Nos problèmes, c'est nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que la jeunesse peut comprendre tout cela? Est-ce que nos politiciens nous disent la vérité? Ils essaient de nous endormir pour atteindre à leur but. Si j'analyse un peu avant, au moins quand on était petit, il n'y avait pas de problème de raison, quoi que ce soit, des problèmes dits de conflits. Actuellement, il y a un politicien guinéen qui l'a dit, qu'il y a une crise de confiance en Afrique. Cette crise de confiance vient d'où? C'est par rapport à l'intérêt personnel actuellement qui prime sur l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos ancêtres vivaient mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que ça ne peut pas penser de faire un diagnostic exhaustif réellement de la politique africaine? Si j'ai entendu parler de ce que vous avez dit, c'est le même problème aussi qui est transcendant chez nous, en Guinée. Chacun essaie de se replier parce qu'ils n'ont pas d'argument sur leur ethnie. Pour essayer de faire un groupe, essayer de dominer les autres. La seconde, c'est quoi aussi? Un pays, d'une part, ou un continent qui n'arrive pas, le minimum, l'autosuffisance alimentaire. On peut en parler à ceci de qui il ne doit pas avoir la corruption. Est-ce qu'il y a la corruption sans corrupteur? Qui s'en profite? Quelqu'un qui n'a pas à manger. C'est qu'on lui demande, quelle qu'en soit la volonté, il ira là ce qu'il va proposer. Tout de suite, la part de là. Et tous les États africains sont presque pareils. Qu'on dise ou pas, c'est la même chose. Qu'est-ce que je dois manger demain? C'est ça le problème. Quelqu'un qui pense à manger peut réfléchir autrement. Est-ce que vous pensez que les États généraux, ça va servir à quoi? Quelqu'un qui va m'apporter plus, c'est à ce dernier que je vais soutenir. Très bien. La jeunesse, je demande à vous, essayez de nous mettre sur les bons rails. Sinon, nous sommes perdus. C'est ça que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai dit que depuis que je suis né, même vous aussi, vous n'avez jamais vu un aveugle conduire un aveugle. Le problème à notre niveau, Marc qui vient d'intervenir, c'est un ami, c'est un petit frère. Et je le connais comme il a dit. Il me connaît bien. Il sait qu'on ne peut pas suivre n'importe qui. Je ne peux pas, moi, suivre n'importe qui. J'ai suivi Souba, je ne le connaissais pas. J'ai lu son document après la conférence nationale. Quand j'ai lu l'esprit de son document, et j'ai dit à quelqu'un qui m'avait apporté ce document, voilà, cet homme-là, s'il crée un parti, je vais adhérer à son parti. À cette époque, j'ai eu les documents d'Indje, les documents de Stister, de Joe Mathias, des PCT aussi, parce qu'il y avait des Kabel qui étaient à l'ambassade et qui étaient très contents pour que je leur ai dit rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'homme là, il a une vision pour le pays. Parce que nous étions petits, on parlait des mangues d'Ilusouba. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que je suis fier d'avoir servi cet homme-là, auprès de cet homme. Je suis fier d'avoir reconnu cet homme dans le moment difficile où on était cadré à Londres, où j'ai beaucoup appris de lui. Mais je suis aussi triste de voir que ceux à qui il a tout donné, et puis lui faire subir ce qu'il a subi. Ça, c'est leur choix. Donc, ce que je peux vous dire, il faut plutôt avoir le discernement de savoir qui suivre et pourquoi. Si vous suivez la mauvaise voie, tel qu'il est le cas aujourd'hui, nous avons le chemin pour le changement, on a le chemin pour l'immobilisme et la tyrannie, mais si vous êtes pour le changement, on suit la voie du changement.
On sait que ce n'est pas facile. Il faut résister, il faut subir le coup, parce qu'il ne vous laissera pas tranquille. Donc, il faut tenir le coup. Alors, si vous êtes jeune et que vous êtes accompagné des jeunes qui volent, vous deviendrez voleur. Si vous êtes jeune et que vous marchez avec ceux qui sont drogués, vous deviendrez drogué. Mais si vous êtes jeune, vous suivez les gens qui ont le sens de l'éthique, de la sagesse, le sens de la responsabilité, vous deviendrez grand et respecté. Ça dépend de qui vous êtes. Y'a pas de fumée sans feu. Y'a pas de fumée sans feu. Bangwiriko Bangwiriko Constitution katazolo soba Mwana ndi katazolo gana timfumwe Mwana penangwa kajibata chanwani na Kameno akontele wo Mbongo za Kongo Ilala, bye, fall. Y'a pas de fumée sans feu. Bangwiriko Bangwiriko Langa upalanga, sape upasape, katwe na biso bako. Bangwiriko Ye mukento mfumu natanga katiri ku Saint-Tropez banzenza futa ba invité caché beta ku gatani nsatu Bangwiriko Ye Bangwiriko Ilala, bye, fall. Y'a pas de fumée sans feu. Ye Bangwiriko Bangwiriko Langa upalanga Sape upasape, katwe na biso bako. Ye Bangwiriko Beto na nsatu sasuele kaba mbongo kwa Espanya Bangwiriko Ndenga ba mama kate kwa seti mpene Ye botu wiriko Kongora yikari ya babu Bangwiriko Kameno akontele wo Ilala, bye, fall. Y'a pas de fumée sans feu. Kalumukaturi yako kakwenda Achikwata kuntarila wo Y'a pas de fumée sans feu. Myamona mbwa myasukina kuntima Ye Bangwiriko Y'a pas de fumée sans feu. Kongo chifumu cha masangu Sangu refieti njevo ya kula njevo. Y'a pas de fumée sans feu. Kameno akontele wo Y'a pas de fumée sans feu. Alongwa atika kimokonzi Y'a pas de fumée sans feu. Moi, si je fais 50 ans en France, mais non, mais on va vieillir ici. Je peux me faire tuer, et vous allez mourir de faim dans un pays aussi riche. Écoutez-moi bien, les vous ressemblez tous à Sassou Nguesso. Demain matin, si vous mourrez, chaque Congolais va faire un miroir. Je vois pas un Congolais qui se ressemble à lui-même. Tu ressembles à Sassou. Tu ressembles à Sassou.
C'est mathématique. Il n'y a pas de fumée sans feu. National qu'il est en train de créer une conscience. Et dès lors que cette conscience, avec tous les Congolais patriotes incorruptibles, je vous le dis, Sassou Nguesso essaye de corrompre facilement. Donc, ces jeunes-là, ces nouvelles forces qui vont consolider cette nouvelle conscience congolaise, il n'y a pas de machin, Sassou va tomber. Sassou ne demande maintenant, d'ailleurs, si je comprends très bien, Sassou, sa place sera rapidement à la CPI. Donc là-dessus, mettez-vous avec Sousa et vous verrez que le changement est à portée de main. Thomas Soto. Tapis rouge pour l'Afrique cette semaine à Paris. Plus de 50 pays africains vont être aujourd'hui à Bercy à l'occasion d'un forum économique. Et il sera suivi, ce forum, d'un sommet des chefs d'État vendredi et samedi à l'Elysée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. C'était 1 humain sur 10 en 1950. Ce sera 1 sur 5 en 2050. Les Africains seront bientôt 2 milliards. Il naît plus de bébés nigérians chaque année que de bébés européens, d'où un potentiel de croissance absolument gigantesque. Un quart de l'Afrique croît déjà à plus de 7% par an. L'éducation progresse à pas de géant. L'espérance de vie augmente, 15 ans de plus que depuis les années d'indépendance. La classe moyenne représente 150 millions d'habitants. Et puis j'ajoute que d'ici une génération, 85% des francophones seront africains. Et en face de tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors oui, mais il ne faut pas faire comme si la pendule de l'histoire s'était arrêtée en 1950. L'Afrique est entrée dans la mondialisation. Les positions héritées depuis l'époque coloniale s'amenuisent, ça c'est normal, et puis celles des nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil grandissent. Cela étant, eh bien, la Chine, qui manque de matières premières et de terres agricoles, a une stratégie prédatrice à l'égard du continent africain. Et elle joue sur 3 atouts. Les hommes, près d'1 million de Chinois travaillent en Afrique, l'argent avec des financements privilégiés massifs, et la monnaie grâce à un yuan chinois dévalué. Autrement dit, ça veut dire que... Je dis bien par elle-même, sa sécurité. Et en même temps, chacun sait qu'il y a des insuffisances, des manquements, des fragilités. Ces années, le processus d'élection pluraliste en Afrique est devenu celui qui s'impose. Et je le dis ici avec sincérité et franchise, c'est le seul possible. Il est irréversible. Et la France ne pourra pas admettre des régressions ou des manquements. De la même manière, les crimes les plus graves qui sont commis en Afrique, et il y en a, je pense aux violences faites aux femmes, aux crimes organisés, à l'écrasement d'un certain nombre de peuples. Oui, il est légitime que les coupables puissent être jugés. Il y a une Cour pénale internationale, c'est son rôle, pour se prononcer sur de tels actes, lorsque les justices nationales n'ont pas la capacité de le faire. Il faut faire confiance à la justice internationale. La paix, le développement, c'est aussi la préservation de la planète. J'aurais voulu parler que de paix quand les événements, là aussi, surgissent à la veille même de ce sommet. Aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, un peuple est en souffrance. Il nous appelle. C'est la Centrafrique. Nous ne pouvons plus laisser les massacres se perpétrer. Des femmes, des enfants être violentés. Des exactions être commises, y compris dans des hôpitaux. Et des conflits interreligieux qui peuvent dégénérer et installer dans cette Afrique centrale des comportements et des phénomènes qui, pour l'instant, n'avaient pas leur place. Le Conseil de sécurité, et je salue ici le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vient de donner mandat à une force africaine pour rétablir l'ordre, protéger la population et
assurer la stabilité pouvant conduire ensuite à des élections. Je dis bien à des élections, car tout processus doit conduire à des élections. Et il n'y a pas de pays qui pourrait ne pas avoir aussi droit à pouvoir choisir ses dirigeants. La France a décidé d'appuyer cette force africaine. Elle est intervenue dès hier soir, parce que j'ai voulu, avant même notre sommet, et alors même qu'il y avait péril, qu'il n'y ait pas de doute sur les intentions de la France, aux côtés des Africains, soutenus par les Européens, dans le cadre d'un mandat du Conseil de sécurité. Cet engagement n'est pas simplement sécuritaire, il doit être humanitaire, parce que c'est aussi notre devoir. Voilà, chers amis, le sommet d'aujourd'hui, à tous égards, est exceptionnel. Il est exceptionnel parce que nous nous réunissons au lendemain de la mort de Nelson Mandela, cette figure qui, à la fois, nous rappelle l'émotion qui a été la nôtre lorsqu'il est sorti de prison et qu'il a accédé au pouvoir, mais aussi l'obligation qui doit être la nôtre de poursuivre le message de paix qu'il nous a délivré et de ne laisser aucun peuple dans la soumission, l'oppression, la domination. Il est exceptionnel, notre sommet, par les sujets qui sont abordés. La paix, notamment. Exceptionnel par votre participation. J'évoquais toute l'Afrique est présente aujourd'hui, toute l'Afrique, avec sa diversité, avec ses multiples langues, avec ses développements parfois différents, mais avec cette même ambition d'être un continent uni, un continent fier, un continent solidaire. Alors, puisque notre sommet est exceptionnel par son contexte, par ses sujets, par l'ampleur du rassemblement avec la présence aussi de l'Union africaine et de l'Union européenne, il faut que notre décision soit également exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle à une alliance exceptionnelle entre l'Afrique et l'Europe au service de la paix, du développement et de l'avenir de la planète. Merci. I'm so sad today. I'm so sad. La vie d'un homme comme une vapeur d'eau. La vie d'un homme comme l'ombre. N'importe quelle heure ça peut faire disparaître. Nous sommes les étrangers ici-bas. Je suis triste que le père de la nation nous a quittés. Je suis triste que Mandela n'est plus là. Oh Lord, why this today? Oh, même si ton corps n'est plus là, mais ton esprit est parmi nous. Nous ne t'oublierons jamais. Tu es celui que tu es, l'homme d'influence Mandela, l'homme vaillant Mandela, les autres Mandela, jamais, jamais, jamais. Tu es le père de la nation, héros de l'Afrique. Héros de l'humanité, les autres Mandela ne n'oublieront jamais. Tu es le père de la nation, héros de l'Afrique, les autres Mandela ne n'oublieront jamais. Tu es le père de la nation, héros de l'humanité.
Papa n'est plus là, l'homme vaillant n'est plus là. Nous les enfants, nous devons être unis pour que nous soyons plus forts. Marchons la main dans la main, dans l'unité, dans l'amour. Comme papa nous a toujours dit, si nous sommes unis, nous serons plus forts. L'unité dans l'amour. Comme papa nous a toujours dit, si nous sommes unis, nous serons plus forts. Comme Mandela nous a toujours dit, si nous sommes unis, nous serons plus forts. Les enfants de l'Afrique, soyons unis, oh, Africa, let's unite. Les enfants de l'Afrique, soyons unis today. Avec nous de Johannesburg, le grec Georges Bizos, un ami personnel de Nelson Mandela, un homme qu'il a défendu comme personne d'autre pendant l'apartheid. Il a été son avocat, il n'a cessé de lui rendre visite en prison. Il a également écrit un livre sur lui. En Afrique du Sud, on dit que si Nelson Mandela est le père de la nation, vous êtes son père spirituel. Monsieur Bizos, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de pouvoir parler aux Grecs et aux autres pays du monde. Comment décririez-vous Nelson Mandela en quelques mots? C'est un homme qui a sacrifié sa vie, non pour lui-même, mais pour le bien du peuple d'Afrique du Sud et pour le bien des peuples de toute l'Afrique et aussi du monde. Quel moment ou quel fait durant votre amitié retiendriez-vous? Le fait qu'il n'a pas voulu rester président plus d'un seul mandat. Il voulait donner un exemple aux hommes politiques sud-africains et probablement à tous les hommes politiques d'Afrique, où généralement les présidents restent en fonction toute leur vie durant. Même s'ils assurent qu'ils croient en la démocratie, en réalité, ils sont devenus des dictateurs. Θεωρούσαν τον εαυτό τους ως δημοκράτες, είχαν γίνει δικτάτορες. Merci. Thank you. To Graça Machel and the Mandela family. Et à la famille Mandela, au président Zuma et aux membres du gouvernement, aux chefs d'État et de gouvernement, passés et présents, chers invités, c'est pour moi un honneur tout particulier que d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer une vie hors du commun. Aux Sud-Africains, à tous les peuples, quelle que soit votre origine sociale, je veux vous remercier de partager Nelson Mandela avec nous. Sa lutte était votre lutte. Ses victoires étaient votre victoire. Sa dignité et votre espoir
a trouvé une expression dans sa lutte pour la liberté et la démocratie. C'est un héritage qu'il nous a laissé. Il est difficile de rendre hommage à un homme. On peut passer en revue les dates et les faits qui définissent la vie d'un homme, mais l'essence véritable d'un homme, ce sont les joies, les chagrins, ces moments uniques qui illuminent l'âme de chacun. Et c'est extrêmement difficile de faire cela pour un géant de l'histoire qui a guidé une nation vers la justice et qui a ému des millions de personnes, des milliards de personnes sur Terre. Il est né durant la Première Guerre mondiale, un enfant qui élevait du bétail, qui était membre de la tribu des Tembu. Madiba est le dernier grand libérateur du XXe siècle. Comme Gandhi, il a dirigé un mouvement de résistance, un mouvement qui au départ avait peu de chances de réussir. Comme Martin Luther King, il a donné une voix aux sans-voix, aux opprimés, et il s'est battu pour l'égalité entre les races. Il a subi un emprisonnement brutal alors que Khrouchtchev et Kennedy étaient au pouvoir. Sa détention s'est prolongée jusqu'à la fin de la guerre froide. Il est sorti de prison, il a fait comme Abraham Lincoln, il a réuni son pays à un moment où son pays était sur le point de s'écrouler. Il a, comme les pères fondateurs, créé un ordre constitutionnel et garanti la liberté des générations à venir. Il s'est engagé pour l'état de droit, pour la démocratie, pas uniquement par son élection, mais sa volonté de ne plus exercer le pouvoir après son premier mandat. Au vu de sa vie qui est extraordinaire, la portée de ses réalisations, il est tentant de rappeler, de se souvenir de Nelson Mandela comme une icône, comme quelqu'un souriant, quelqu'un détaché des affaires de ce monde. Mais Madiba ne voulait pas qu'on le présente de cette manière. Et finalement, Mandela avait compris les temps qui unissent l'esprit humain. Il y a un mot en sud-africain, Ubuntu, un mot qui symbolise ce don que nous a donné Mandela. Ce lien qui nous unit tous, mais qui n'est pas visible. Ce lien qui fait que l'humanité est une et indivisible. Ce lien qui fait que l'on s'occupe des autres. On ne peut jamais savoir à quel point il avait ce sens de l'unité, de l'humanité. Mais nous nous rappelons les gestes qu'il a faits. Il a présenté ses geôliers comme des invités durant son discours d'inauguration. Il a transformé le chagrin au sein de sa famille en un combat contre le VIH-Sida. Il a fait preuve d'empathie. Il faisait plus que symboliser la valeur d'Ubuntu. Il a aidé des millions de personnes à trouver la vérité en eux-mêmes. Il fallait un homme comme Mandela pour libérer pas uniquement les prisonniers mais également les geôliers. Pour montrer qu'il faut faire confiance aux autres pour qu'ils vous fassent confiance. Pour enseigner que la réconciliation ne s'agit pas d'ignorer le passé, mais que c'est un moyen de faire face à son passé. C'est un moyen de faire preuve de générosité. C'est un chemin vers la liberté et la vérité. Il a changé les lois. Il a changé les cœurs également.
pour les Sud-Africains, pour ceux qu'il a inspirés partout dans le monde. Aujourd'hui, il est temps de rendre hommage à un héros. C'est l'occasion de faire un travail d'introspection en étant honnête, indépendamment de notre statut. Nous devons nous demander si j'ai bien tiré les leçons de la vie de Mandela. Est-ce que j'applique ses préceptes? C'est une question que je me pose en tant qu'homme et en tant que président. Nous savons que l'Afrique du Sud, comme les États-Unis, a réussi à surmonter des siècles de ségrégation raciale. Et pour cela, il a fallu le sacrifice de milliers, de millions de personnes. Michel et moi, nous bénéficions de cette lutte. Nous en avons récolté les fruits, mais en Amérique et en Afrique du Sud et dans tous les pays à travers le monde, il ne faut pas baisser les bras. Nous avons fait des progrès, mais la tâche n'est pas finie. Il y a toujours des inégalités. Et il est tout aussi important de combattre ces inégalités, car dans le monde, on voit toujours des enfants qui souffrent de la faim et de maladies. On voit des écoles désaffectées, on voit des jeunes qui n'ont pas d'avenir. À travers le monde, il y a des hommes et des femmes qui sont en prison en raison de leurs convictions politiques et qui sont persécutés en raison de leur apparence, en raison de leur foi. Ça se passe à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous devons également agir au nom de la justice. Nous devons agir au nom de la paix. Il y a trop de gens qui embrassent l'héritage de Mandela, mais qui ne veulent pas, qui sont réticents aux réformes et qui ne veulent pas combattre la pauvreté, qui ne veulent pas lutter contre les inégalités. Il y a trop de dirigeants qui disent qu'ils sont solidaires avec la lutte pour la liberté de Madiba, mais qui ne tolèrent pas la solidarité avec leur propre peuple. Il y a trop de personnes qui sont marginalisées. Pardon, il y a trop de personnes qui sont trop complaisants, qui sont cyniques. La question qui se pose, c'est comment promouvoir l'égalité et la justice, comment défendre les droits de l'homme, la liberté, comment mettre fin aux conflits et aux guerres religieuses. Les réponses à ces questions ne sont pas aisées, mais il n'y avait pas de réponse facile. Les réponses apportées par Mandela n'étaient pas faciles. Tout semble impossible jusqu'à ce que ce soit réalisé. L'Afrique du Sud a montré que c'était possible. L'Afrique du Sud a montré que l'on peut changer, que l'on peut choisir un monde qui n'est pas défini par nos différences, mais par nos espoirs communs. On peut choisir un monde qui est défini, pas par les conflits, mais par la paix et la justice et les opportunités. Nous ne verrons jamais quelqu'un comme Nelson Mandela à nouveau. Mais je voudrais dire aux jeunes Africains et les jeunes dans le monde, vous pouvez apprendre de la vie de Nelson Mandela. Lorsque j'étais étudiant, j'ai appris de Nelson Mandela à propos de la lutte qu'il y avait dans ce pays.
magnifique et ça m'a ému et ça m'a fait prendre conscience des responsabilités que j'avais à mon égard et à l'égard des autres. Et cela fut le début d'un voyage qui m'amène ici aujourd'hui. Madiba est un exemple. Il me donne envie d'être un homme meilleur. Il parle à ce qu'il y a de meilleur en nous. Après que ce grand libérateur repose en paix, lorsque nous retournerons dans nos villages, dans nos villes, à notre routine, nous devons trouver de la force. Nous devons aspirer à cette ouverture d'esprit, la trouver au fond de nous-mêmes. Lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il y a des injustices et que cela nous brise le cœur, et lorsque les plans les mieux échafaudés semblent impossibles à réaliser, lorsqu'il était en prison, Mandela, peu importe la force des murs, je suis le maître de ma destinée, je suis le capitaine de mon âme. C'était une âme magnifique que celle de Nelson Mandela. Il va nous manquer. Que Dieu bénisse la mémoire de Nelson Mandela. Que Dieu bénisse les Sud-Africains.
Dans l'ongo zenarendo Inabudi sakama tamui Oh, seye mwana ye bebe ya mondo Inabudi sakama tamui Bunda, bunda Bunda Mesdames, Messieurs les diplomates qui sont dans la salle, Madame, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, je vous remercie infiniment d'être là pour écouter ce message et qui porte sur le changement au Congo-Brazzaville. Le mot paraît peut-être ambitieux, certainement peut-être facile pour d'autres, mais il vaut le coup de le dire. Parce que, effectivement, nous sommes dans le temps du changement. Et pour parler changement, il faut qu'il y ait d'abord une situation antérieure. Et je suis là pour vous parler du Congo. Le Congo-Brazzaville. Ce pays de 342 000 km², du point de vue superficiel, peuple de 4 millions d'habitants. Ce pays très riche, il a le pétrole, il a le bois, il a le gaz, il a l'or, il a le diamant, il a la forêt, il a le cours d'eau, il a la mer, il a la plaine, il dort sur la richesse. Mais malheureusement, c'est un pays pauvre. Ce pays est indépendant depuis 53 ans aujourd'hui, disons 52 ans et demi. Sur les 52 ans et demi, M. Sassou, lui, il a battu le record de longévité. M. Sassou, lui seul, a 32 ans d'exercice de pouvoir au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Quel est l'état de santé du Congo? Et je peux aujourd'hui vous dire avec toute assurance
que le Congo est dans le coma. Le Congo est malade. Le Congo est perdu. Il est dans le coma sur tous les plans. Il est dans le coma sur le plan politique. Et pourtant, en 1992, un chef d'État était élu démocratiquement à l'issue d'une conférence nationale souveraine qui a montré la voie du salut pour le Congo, qui a tracé un chemin d'espérance. Cette conférence nationale souveraine avait fait l'état des lieux du Congo. Cette conférence nationale avait démontré dans le monde entier que le Congo ne pouvait plus continuer dans cette voie, parce que le Congo n'avait plus d'horizon. Le Congo ne pouvait plus tenir. Et il lui fallait absolument que le système monopartiste meure et qu'on instaure la démocratie. Et cette démocratie, nous l'avons eue au prix des sacrifices de nos compatriotes. Mais nous n'avons pas pu gérer cette démocratie. Simplement parce que les acteurs politiques, qui eux-mêmes étaient ceux qui ont contribué justement à cette conférence nationale, avaient oublié que le Congo avait mal, un homme qui n'aimait pas ce Congo ou qui n'aime pas ce Congo, qui n'aime pas ses compatriotes. Parce qu'on l'a vu pendant le premier mandat qu'il a exercé. Il a toujours été dans le coup d'État. Il a toujours été dans des situations de conflit. Et rusé qu'il était, il ne pouvait pas accepter son départ par les urnes parce qu'il n'avait pu obtenir que 17%. Il fallait absolument qu'il s'organise, et comme il savait le faire, par des coups d'État, afin de revenir au pouvoir. M. Sassou revient au pouvoir alors que la démocratie était en marche, alors que l'espérance était déjà là, alors que la voie était tracée, alors que le peuple commençait à s'exprimer, la presse avait le droit de s'exprimer, la troisième puissance. Et malheureusement, le système de filature, le système de dictature vient rompre avec toutes les institutions. Il rompt toutes les institutions. La Constitution du 15 mars 1992, qui était votée à 95%, il a violé, il a supprimé simplement. Il va mettre en place, après son coup d'État, une constitution taillée sur mesure qui lui donne les pleins pouvoirs, et il est le premier à violer la même constitution. Il ne la respecte pas. Au Congo, il n'y a pas de liberté. Au Congo, on ne peut pas parler. Au Congo, il y a des prisonniers sans jugement. Au Congo, il y a ce qu'on peut appeler la corruption qui ne peut pas dire son mot. Au Congo, la presse, les journalistes qui écrivent, on les met en tôle. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas écrire. Au Congo, la radio, la télévision nationale sont devenues une propriété privée de l'État congolais, donc d'une famille. Si vous n'êtes pas de cette famille, vous ne pouvez pas vous exprimer. Au Congo, sur le plan politique, les élections ne peuvent pas s'organiser de manière transparente. Lui, il contrôle tout le système électoral. L'organe qui gère les élections est sous son contrôle, sous le contrôle de l'État. C'est pour cela, moi-même, j'étais candidat en 2009 à l'élection présidentielle. Je suis allé au Congo, j'ai vu que les élections qui ont été organisées en 2002, la Commission européenne avait reconnu qu'il y avait beaucoup de fraude, l'Union européenne, l'ONU, et qu'il fallait revoir le fichier électoral. Jusqu'à ce jour,
ce fichier reste le même. Et les élections sont organisées sur la base de ce fichier. Donc il continue à verrouiller tous les systèmes politiques. Au Congo, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Les armes qu'on achète en Chine, les armes qu'on achète en Corée, en Libye, aujourd'hui sont devenues les armes qui tuent les Congolais, qui font peur. Personne ne peut parler. Ces armes stockées dans des lieux secrets, connus de la présidence, le haut commandement ne sait même pas la nature des armes qu'il y a au Congo. C'est devenu une affaire de famille. Et ces armes, le 4 mars, les Congolais ont perdu des vies. Ils ont perdu des biens. Ils ont tout perdu. Ils sont morts. Aujourd'hui, on ne connaît pas le responsable. La raison du plus fort. On ne sait qui était à l'origine de stockage des armes et qui était à l'origine de cet incendie. Personne ne le sait. Au Congo, on peut tuer des compatriotes sans jugement. 350 Congolais qui quittent le Zaïre, qui quittent la RDC, parce qu'ils étaient réfugiés là-bas pour fuir la guerre. Ils rentrent dans leur pays. On détruit leur vie. Et jusqu'au jour, on ne connaît pas le coupable. On ne connaît pas le responsable. Donc, l'insécurité au Congo ne peut pas dire son nom. Et personne ne peut prendre le soin de dévoiler ça, de parler. Il n'y a pas de justice. La justice est verrouillée. Donc, que ce soit l'Assemblée, le Sénat, tout cela au service du pouvoir. Il n'y a pas d'exercice démocratique. Et vous avez un pays sur le plan économique qui ne vit que de pétrole. Le budget de l'État congolais, 70%, c'est le pétrole. 90% du fonctionnement, c'est le pétrole. Donc les 20% qui restent, c'est le bois. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Et ce pétrole, aujourd'hui, sert des biens de famille, une propriété d'une famille, pour acheter les armes, pour acheter des villas à l'étranger, pour aller garder l'argent en Chine actuellement. Personne ne peut parler. C'est là au mépris de la population congolaise. Donc ce pays, il est malade. Il est malade aussi sur le plan social. Nous avons une nation qui est coupée des zones rurales. Les 90%, les 70% de Congolais sont à l'intérieur du pays. Ils vivent de misère. Ils n'ont pas d'eau potable. Un pays pétrolier. Ils n'ont pas d'infrastructure routière. Un pays pétrolier. Ils n'ont pas de santé, de système de santé adéquat. Ils n'ont pas, les enfants ne vont pas à l'école. Il y a un taux d'alphabétisme actuellement qu'on ne peut plus, en tout cas, comparer à un autre État dans ce XXe siècle. Les enfants sont à main du sort à l'intérieur du pays. Certaines écoles n'ont pas d'enseignants. C'est une situation réelle au Congo. Alors que nous avons le bois, on peut faire les tables bancs pour que ces enfants étudient dans des conditions adéquates, normales. On a de l'argent pour pouvoir réhabiliter les structures sanitaires, réhabiliter l'intérieur du pays, faire des routes, investir. Il n'y a rien. Et nous sommes à genoux. Ce pétrole, les recettes ne contribuent pas à la préparation de l'après-pétrole. Le pétrole va finir. Et le Congo devient quoi? Le Koweït, ils ont connu, ils ont su comment investir dans le pétrole. Le Qatar aussi, c'est pareil. Ils ont su comment investir. Ils ont diversifié les activités. Nous avons un pays qui ne connaît pas le tourisme. 0% du tourisme. L'industrie du tourisme crée des emplois. C'est un marché
qui crée des emplois, qui attire les devises. Nous ne connaissons pas ça. Nous avons des cours d'eau. Le Congo est entouré de cours d'eau, des rivières. Les poissons meurent de vieillesse, c'est dans ce cours d'eau. On ne peut pas former les enfants pour pêcher. On ne peut pas former les enfants pour apprendre à devenir indépendants, si ce n'est que la corruption. Donner les 1000 francs CFA pour apprendre à tuer, à détruire. Le Congo, nous sommes un pays agricole, mais le Congo n'exporte que 0%. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas pensé à ce que l'argent des recettes du pétrole, on investisse pour diversifier les activités, afin que quand le pétrole ne sera plus, d'ailleurs, cette année, en 2013, la courbe a chuté et en 2012, la production pétrolière était très élevée. Ça, ce sont des données qui viennent directement de Total. De cette année, c'est la courbe de production a baissé. Alors qu'en 2012, avec des recettes pétrolières, on aurait pu investir, développer d'autres activités économiques, former les jeunes dans le domaine de la pêche, de l'élevage, puisque nous sommes un pays de savane. Former les jeunes dans le domaine de l'agriculture, puisque nous avons l'agriculture, nous avons des forêts, nous avons la plaine, nous avons de l'espace. Sur les 342 000 km², on a de l'espace. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Congo a de la place. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, fort de cela, devons-nous continuer à vivre dans ces conditions? Devons-nous faire du Congo une propriété d'une famille? Devons-nous continuer à subir sans mot, sans réaction? Après 32 ans d'exercice du pouvoir, avec un bilan calamiteux, je pense que la sagesse voudrait que M. Sassou tire des leçons, comprenne un homme sage que j'ai fait ce que j'ai pu. Il est temps que je m'en aille et que je laisse le flambeau aux autres. C'est ça la raison. C'est ça aussi la sagesse. Alors, maintenant, au lieu de penser ainsi, il a mis en place dans le pays une constitution taillée à sa mesure. Et cette constitution, il veut maintenant la modifier. Il veut la modifier. Il veut la toucher, alors que c'est interdit. Parce que il a, dans cette constitution, il y a des articles qu'il a mis en place pour empêcher Lissouba à l'époque de se présenter aux élections. Paul est là aussi. Parce que 70 ans, tu ne te présentes plus. Un mandat de 7 ans renouvelable une fois, mais il veut modifier pour rester un notable à vie, faire du Congo un royaume. Et ça, nous ne pouvons pas le lui permettre. C'est pour cela que je ne parle pas d'opposition quand je parle de mon pays. Parce qu'on parle d'opposition lorsque vous avez un pouvoir démocratique qui accepte le jeu démocratique, on se pose par rapport à une vision, à des idées. Mais lorsqu'il y a un système tyrannique, oppresseur, qui est mis en place, on résiste. Parce que là, c'est la résistance face à la force du mal. Et si on résiste, c'est pour que nous arrivons à un changement. Et le changement ne peut pas venir s'il n'y a pas de résistance. Et le pays où nous sommes a connu la liberté parce qu'il y a un homme qui s'appelle De Gaulle et qui a résisté. L'Afrique du Sud aujourd'hui, tout le monde participe au vote parce qu'il y a un homme qui s'appelle Nelson Mandela qui a résisté. L'Inde, parce qu'il y a un homme qui s'appelait Gandhi qui a résisté. Et bien d'autres. Donc, nous sommes inscrits
dans la logique de la résistance face à l'oppression qui est exercée sur nos compatriotes. Nous sommes inscrits dans la logique du changement parce qu'il faut absolument que le peuple congolais retrouve sa liberté, le peuple congolais retrouve ses facultés, ses droits, que le pétrole du Congo soit un produit qui sert à nourrir, à aider. On ne distribue pas l'argent à tout le monde. Mais on peut aider dans quel sens? Chaque Congolais peut contribuer, peut bénéficier des recettes du pétrole dans le domaine de la santé, mettre en place un système de santé qui peut faire bénéficier toute la population. Créer un système d'assurance maladie, ce n'est pas aussi un miracle. Il suffit seulement de mener une étude. Il y en a qui ont fait ça, qui ont réussi.